Je voulais vous introduire ce qu'était un trouble bipolaire. C'est une maladie psychiatrique extrêmement fréquente. À peu près 700 000 personnes sont atteintes en France par an. Sixième cause de handicap mondial, c'est une maladie très sévère. Ça touche principalement les jeunes adultes entre 18 et 35 ans. Et je vous dis, c'est très sévère puisque on estime que c'est juste un des exemples de la sévérité, mais ça réduit de 10 ans en moyenne l'espérance de vie chez les individus. Donc c'est vraiment important qu'on arrive à comprendre cette maladie sur laquelle on connaît peu de choses, même si on l'étudie depuis longtemps. Tout ce qu'on sait, c'est que les personnes présentent l'alternance d'épisodes d'une humeur élevée, irritabilité, ce qu'on appelle des épisodes maniaques, et avec des épisodes où l'humeur est beaucoup plus basse, que j'essaie de représenter sur ce graphique. Et juste pour vous dire que voilà, l'alternance n'est pas du tout régulière. On ne sait pas, les personnes peuvent enchaîner plusieurs épisodes dépressifs, plusieurs épisodes maniaques. Et c'est à peu près les seules caractéristiques qu'on a sur la maladie. L'idée, c'est d'arriver à stabiliser en fait ces épisodes de variation de l'humeur. Mais on ne comprend pas grand-chose à la physiopathologie. Sur la diapositive suivante, les seuls éléments qu'on a aujourd'hui proviennent principalement de l'imagerie cérébrale qu'on fait passer aux patients. Et les structures qui sont les plus impliquées sont, alors je ne sais pas si ça marche, oui, vous voyez, sont l'amygdale, le cortex préfrontal dorsolatéral et le noyau accumbens. Et en fait, la relation entre le cortex préfrontal dorsolatéral et l'amygdale, c'est vraiment le centre de traitement des émotions chez l'homme. Et donc, c'est sur cette relation où on pense qu'il peut y avoir des modifications, en fait, au niveau de la connectivité. Et il y a plusieurs études d'imagerie, imagerie fonctionnelle, imagerie de faisceaux et imagerie structurelle montrent qu'il y a des altérations de cette connectivité. Donc, juste avec ces éléments-là, vous pouvez assez facilement comprendre que, d'une part, c'est difficile à étudier autre que chez l'homme, parce que les symptômes sont quand même très spécifiques à l'homme. Deux, on est sur des structures cérébrales qu'on ne retrouve pas obligatoirement sur certains modèles animaux. Et nous, notre objectif, de toute façon, c'est au maximum d'essayer de réduire aussi l'utilisation des modèles animaux. Sur la diapositive suivante, elle a pour objectif de vous montrer qu'on sait qu'il y a une part génétique importante dans les troubles bipolaires, comme dans beaucoup de troubles psychiatriques. On estime cette part génétique à peu près 70%, ce qu'on appelle l'héritabilité, c'est-à-dire que le phénotype est expliqué pour 70% par les gènes et pour environ 30% par les facteurs environnementaux. C'est comme l'autisme, la schizophrénie ou les troubles de l'attention et de l'hyperactivité, on est à peu près sur le même taux d'héritabilité, et c'est plus qu'un certain nombre d'autres maladies dont on pense qu'elles sont, donc on est assez convaincu qu'elles sont génétiques, comme le diabète de type 2, la maladie de Crohn ou autre. Sur la diapositive suivante, donc l'idée c'était d'abord de voir si la génétique pouvait, elle, euh, euh, être en lien avec justement ces anomalies de structure, ces anomalies de réseau. Donc ici, je vous ai représenté une synapse parce qu'on s'est intéressé à un gène en particulier qui s'appelle SNAP25, qui est impliqué dans un complexe, je ne rentre pas dans les détails, qui s'appelle le complexe SNERV, qui permet la libération des neurotransmetteurs au niveau de la synapse. On a étudié ce gène il y a quelques années avec le docteur Bruno Etin, en fait, et on a identifié un polymorphisme dans le promoteur de ce gène qui était plus fréquent chez les personnes avec une forme à début précoce de troubles bipolaires et dans la schizophrénie. Et en fait, on avait montré in vitro que ce polymorphisme à lui seul était suffisant pour augmenter l'expression du gène in vitro. Et on l'a également montré sur des cerveaux post-mortem où on montrait que le génotype ARIS, celui qui est plus fréquent chez les individus qui sont malades, était associé à une augmentation d'expression au niveau du cortex préfrontal, en fait, dans ces études post-mortem. Sur la diapositive suivante, on a essayé d'aller plus loin et essayer de voir vraiment si ce polymorphisme, ce génotype à risque était associé justement à des anomalies de structure ou à des anomalies de fonction au niveau cérébral, par imagerie cérébrale. On a fait ça avec le professeur Jocelyn Wenou au laboratoire. Et en fait, on a pu montrer que le génotype à risque, en effet, était associé à une augmentation de la taille de l'amygdale, était également associé à une augmentation de la connectivité, justement entre cette région qui est le cortex préfrontal, alors là plus précisément le cortex préfrontal ventromédian, et l'amygdale, donc justement dans ces structures qui sont impliquées dans le traitement des émotions. Donc vous voyez que les garçons, alors c'était spécifique des garçons, on n'a toujours pas très bien compris pourquoi on avait cette spécificité, mais que les garçons qui avaient ce génotype à risque avaient cette augmentation de l'amygdale et de la connectivité
frontolimbique. Et c'est ce qu'on voit, c'est ce faisceau-là en particulier en imagerie, ou celui-ci qui est représenté ici, qui est altéré, qui a l'air d'être augmenté. Et on pense que justement cette augmentation de la taille du faisceau augmente le signal entre ces deux structures, et donc fait que les personnes qui ont un trouble bipolaire sont plus sensibles aux événements qui les entourent, et donc ont cette hypersensibilité qui exacerbe les variations dans l'humeur. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, avec Elisa Courtois, une étudiante en thèse au laboratoire, on a poursuivi, on étudie des familles, que vous pouvez voir ici, des familles multiplexes, où il y a plusieurs personnes qui sont atteintes dans ces familles, pour essayer de trouver quels pourraient être les gènes qui pourraient contribuer à la vulnérabilité aux troubles bipolaires. On a identifié plusieurs gènes, et un en particulier pour lequel on avait un taux de mutation dans l'ensemble des personnes avec un trouble bipolaire significativement supérieur par rapport à la population générale. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et en fait, ce gène pour lequel on avait, qui s'appelle SMARCC2, qui code une protéine qu'on appelle également BAF170, chez les individus avec un trouble bipolaire qui avaient ces mutations, dans notre cohorte, on constatait qu'elles présentaient plus d'épisodes maniaques que d'épisodes dépressifs, ce qui est assez rare. Vous pouvez voir qu'en général, les personnes avec un trouble bipolaire, montrées ici en bleu, présentent plus d'épisodes dépressifs que d'épisodes maniaques, et là, chez les personnes qui avaient ces mutations, c'était le contraire. Le petit bout de famille qu'on avait identifié, il est ici, pour lequel on avait commencé à identifier des individus avec des mutations. En fait, la famille est beaucoup plus grande que ça, avec un grand nombre d'individus qui sont malades. Actuellement, ça fait presque un an qu'on essaie de recontacter maximum l'ensemble des personnes de ces familles pour continuer à les étudier. Et la mutation qu'on avait trouvée dans cette famille, en fait, elle touche un acide aminé en particulier, un changement d'une proline en oncine. Vous pouvez voir que cet acide aminé, lui, est extrêmement conservé au cours de l'évolution. Diapositive suivante. Alors, ce gène, SMARCC2, qui code la protéine BAF170, elle est impliquée dans un très grand complexe qu'on appelle le complexe SWI-SNF, qui est un complexe d'une quinzaine de protéines et qui est impliqué dans plein de choses. Ce complexe est notamment impliqué dans certains cancers, mais en fonction de la composition des différentes sous-unités, il y a une spécificité ou non d'expression, et notamment SMARCC2, il est spécifique du système nerveux central. Ce complexe, dans le système nerveux central, quand il y a SMARCC2, il est impliqué dans la prolifération des neurones, dans la neurogénèse, dans la gliogénèse, dans la migration des neurones, dans la spécification en sous-type neuronal, dans la synaptogénèse, dans les troubles cognitifs et dans la spécification du système nerveux. En fait, ce complexe, il se fixe à la chromatine, il remodèle la chromatine, et en fonction de ces cibles, il va entraîner l'expression ou l'arrêt de l'expression d'un certain nombre d'autres gènes. Donc, c'est un gène clé en fait pour la régulation de l'expression d'un grand nombre de gènes. Il a également été associé à d'autres troubles. Je ne rentre pas dans le détail de tous ces troubles, mais un en particulier qui s'appelle le syndrome de Coffin-Siris, qui est un retard mental qui peut être assez sévère, également dans d'autres troubles psychiatriques comme les troubles du spectre de l'autisme ou la schizophrénie. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Juste pour vous montrer, donc ça, c'est toutes les mutations qui ont été rapportées chez les individus avec un syndrome de Coffin-Siris. En rouge, là, j'ai représenté des mutations que nous, on a trouvées chez les personnes avec un trouble bipolaire. Donc, vous pouvez voir qu'à peu près tous les domaines sont touchés. Il n'y a pas vraiment de spécificité. On a du mal à faire des prédictions en fait, sur la fonction de ces différentes mutations. Et là, c'est juste pour montrer que les personnes avec un syndrome de Coffin-Siris qui ont été identifiées avec des mutations présentent parfois, mais pas systématiquement, des anomalies cérébrales comme une hypoplasie du corps calleux, comme oui, une hypoplasie de la commissure antérieure, par exemple, ou voilà, et quelques autres exemples. Donc, je voulais vous montrer quelques exemples d'altérations cérébrales. Et donc, l'idée maintenant, elle est pour nous d'essayer de voir si en effet les mutations qu'on a chez les patients avec un trouble bipolaire peuvent altérer également la formation et le développement du système nerveux. Diapositive suivante. Alors, il y a des expériences qui ont été faites chez la souris par d'autres équipes. Quand on supprime complètement SMARCC2, le souris meurt. Donc, les personnes ont fait des souris knockout conditionnelles. Et quand on supprime SMARCC2 dans ces souris, en fait, on a je vous résume rapidement ce qu'ils ont obtenu, mais ils ont une diminution des couches supérieures du cortex, en fait, une diminution de la taille du cortex. Quand on surexprime SMARCC2 pardon, c'est le contraire. Quand on supprime SMARCC2, on a une augmentation de la taille du cortex, que vous pouvez voir ici. Et quand on surexprime SMARCC2, on a une diminution de la taille du cortex. Diapositive suivante, s'il vous plaît.
Donc, en d'autres termes, quand on supprime la base 170, ici, on entraîne l'expression d'un certain nombre de gènes, TBR2 par exemple, qui est une caractéristique des couches supérieures du cortex. Et donc, on a plutôt une augmentation de la taille du cortex. Quand on surexprime base 170, à ce moment-là, on inhibe un certain nombre de gènes, dont TBR2, qui est justement spécifique des couches supérieures du cortex, et on a une diminution des couches de la taille du cortex chez la souris. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, on pense que SMARCC2, il est impliqué, base 170, il est impliqué dans un mécanisme dans lequel sont impliqués des processus de prolifération cellulaire, de migration neuronale et de différenciation des différents sous-types neuronales. Et ici est représenté le développement neuronal chez l'homme, du cerveau chez l'homme. Et vous pouvez voir que aussi un des inconvénients majeurs à étudier la souris, c'est que en termes de couches corticales et en termes de complexité justement de ces différentes couches corticales, on n'a pas toute cette complexité qu'on observe chez l'homme. Et c'est aussi une des raisons majeures pourquoi c'est intéressant pour nous d'essayer de développer ce genre de modèle dans des cerveaux qui, en tout cas dans des structures cellulaires qui rappellent le développement et qui essaient de mimer le développement cérébral humain. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on a deux stratégies. On fait ça avec Michele Boniotto, qui est maître de conférence dans mon équipe. Soit on part directement des cellules des patients quand on arrive à les recontacter. C'est la raison pour laquelle on essaie de contacter cette grande famille que je vous ai montrée initialement. On part des cheveux des individus, on récupère les kératinocytes qu'on met en culture, qu'on dédifférencie en cellules indifférenciées, et ensuite qu'on redifférencie, on clone ces cellules ensuite, et on va les redifférencier dans les tissus qui nous intéressent. Parfois, on part également de cellules indifférenciées qui sont commerciales, et à ce moment-là, on fait des mutations dedans pour reproduire les mutations qu'on identifie chez les individus, pour pouvoir comparer sur un génome indépendant du patient la différence entre les mutants et les sauvages. Et chez les cellules du patient, ce qu'on fait, c'est qu'on mute les cellules du patient en corrigeant la mutation pour voir présence, absence de la mutation dans un contexte génétique du patient pour voir quelle est la différence. Diapositive suivante. Donc, voilà où on en est aujourd'hui. On a réussi, alors on n'a pas encore les cellules du patient, je vous ai dit, on y travaille depuis presque un an, on ne désespère pas d'arriver à les recontacter. Donc, on est parti pour l'instant de cellules IPS dans lesquelles on a introduit la mutation qui nous intéresse. En fait, on étudie plusieurs mutations, mais là, je vous en présente une. On a réussi à les différencier en neurones. Vous pouvez voir ici les premières différenciations de neurones. Je ne vous ai pas montré le détail des résultats, mais pour le moment, on n'a pas vraiment de différence dans la longueur des neurites, dans le nombre de neurites par corps cellulaire. Et on mesure un certain nombre de paramètres comme ça, et on commence maintenant à faire des marquages spécifiques en fait, de ces neurones pour voir si on a des altérations plutôt au niveau synaptique ou ce genre de choses. Diapositive suivante. Et on a également commencé le développement de ces organoïdes. Alors, deux types de différenciation sur les organoïdes. Alors, c'est dommage, je vais lui tourner, mais c'est pas très grave. Non, je plaisante. C'est le petit noir au bout, au fond. Voilà. Vous allez voir, on s'amuse à faire de l'imagerie 3 dimensions, donc tant qu'à faire, histoire de l'optimiser jusqu'au bout. Donc, on a deux types de différenciation en organoïdes qui sont possibles, qui ont été largement publiés, qui sont très, très étudiés aujourd'hui. Soit une différenciation qui est dans laquelle on lance la différenciation et elle est complètement autonome, elle est non dirigée, ce qu'on appelle. Tout ce qu'on décide, c'est l'orienter vers un cerveau antérieur, donc c'est très, très vaste. Et on retrouve, en fait, quand on fait ça, un certain nombre de sous-structures qui vont se former au fur et à mesure. On a des organoïdes, je vous ai montré, il y en a quelques-uns qui sont ici. Et on essaie de les mesurer. Donc, les premières structures qu'on regarde sont la différenciation de ce qu'on appelle des rosettes neurales, qui sont ces différentes cellules prolifératives qui vont ensuite migrer en périphérie et donner les couches supérieures corticales, ou en tout cas les différentes couches. Et donc ça, on est en train de mesurer maintenant l'apparition des premières couches et voir si on a des différences de taille de couches et de migration cellulaire. Et pour regarder justement plus particulièrement, je vous ai dit, on est dans les troubles bipolaires sur une supposition d'altération de faisceau. Donc ça, c'est plus compliqué à mettre en œuvre. C'est pour ça qu'on a aussi différencié nos cellules IPS en organoïdes dirigés, alors soit en sphéroïdes corticaux, soit en sphéroïdes striataux, et qu'on fusionne ensuite, on fait ce qu'on appelle des assembloïdes, que vous pouvez voir ici, qui est vraiment cette fusion entre deux types de structures différentes dans lesquelles on regarde
à la fois la migration d'un certain nombre de neurones d'une structure vers l'autre et également les projections d'un type de neurone du cortex vers le striatum. On essaie de reproduire ça de manière à pouvoir reproduire in vitro les faisceaux de fibres qui sont altérés chez les patients avec un trouble bipolaire. Vous pouvez voir les premières expériences ici. On a, entre le striatum et le cortex, on a des cellules qu'on a transfectées avec un virus pour arriver à les suivre simplement sur la migration. Et on a les premières images en fait, de migration neuronale. Et on est en train de mesurer la vitesse de migration et un certain nombre d'éléments comme ça. Et ici, c'est une imagerie 3D. Pour regarder les faisceaux de fibres, on va avoir besoin de regarder en 3D, mais on est vraiment juste sur les premiers résultats de ces analyses. Donc, pour conclure, les mutations identifiées chez des personnes avec un trouble bipolaire n'altèrent pas la formation des neurones ni des dendrites. On est capable d'aller plus loin sur la différenciation, ce qui n'est pas très, très étonnant puisqu'on est loin des altérations qu'on peut observer dans le syndrome de Coffin-Siris et ce genre de choses. On n'a pas de différence non plus de taille dans les organoïdes. Je ne vous l'ai pas dit, mais on mesure systématiquement la taille pour s'assurer qu'on n'a pas une macrocéphalie, une microcéphalie ou quelque chose de ce genre-là. Vraisemblablement, on n'a pas de différence sur les organoïdes qu'on a réussi à développer jusqu'à présent. Donc, nos prochains objectifs, ça va être de faire une analyse de l'expression des gènes en RNA-seq, notamment sur les neurones. Je vous ai dit, SMARCD il est impliqué dans la régulation de l'expression d'un grand nombre de gènes. Donc, l'idée, ça va être de voir quelles sont les cibles qu'on altère et ce genre de choses. Et également, je vous ai dit, on est en train d'analyser la migration neuronale et les projections neuronales du cortex vers le striatum pour voir si on modifie ces faisceaux de fibres et à terme, l'idée, ce sera d'enregistrer électrophysiologiquement ces organoïdes pour voir si on a des altérations des courants. Dernière diapositive pour, une fois encore, remercier, bien sûr, l'ensemble des membres de l'équipe qui participent à ces projets. J'en ai déjà cité un certain nombre au cours de la présentation. Le JCFC3R pour les financements qui nous ont bien aidés pour le développement de ce projet, et la Fondation fondamentale qui nous donne à la fois accès à des patients et je vous ai dit qui nous a permis d'avoir un nouveau financement qui va nous permettre de continuer le projet derrière. Merci beaucoup et si vous avez des questions, je suis